Bonjour à tous, pour qu'on commence par se présenter. Moi, du coup, c'est Alexis, je suis militant à l'université de Paris 8. Et voilà, et Antoine, je sais pas. Je suis militant au Point Levé à Lyon. Voilà, donc bonjour à tous. Si aujourd'hui on a décidé de faire ce topo sur l'université aujourd'hui, c'est parce qu'il nous semble que on se confronte de façon générale à une bourgeoisie qui se radicalise et une radicalité de la bourgeoisie qui se traduit, y compris au sein de nos universités, qui sont lourdement attaquées. Attaques contre l'université qui sont, comme on va le voir, parce que c'est pas forcément évident de le voir immédiatement en matière de politique universitaire, mais des attaques qui sont aussi directement liées aux tensions géopolitiques qu'il y a actuellement dans le monde. Donc ces attaques, comme on va le voir, elles provoquent des changements qui sont déjà très importants au sein des universités et qui vont s'empirer dans les années à venir, mais y compris des changements, on va essayer de le diagnostiquer aussi, mais qui auront des implications directes sur notre milieu étudiant. Et du coup, il nous semble que en tant qu'organisation étudiante, le Point Levé, qui se donne aussi pour tâche de reconstruire le mouvement étudiant, c'est nécessaire d'essayer de penser, de réfléchir et de comprendre ces mutations-là qui se jouent directement au niveau de notre milieu d'intervention. Donc, on va faire ce topo en 3 parties. Il y aura une première partie qui sera dédiée à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la fonction de l'université sous le capitalisme, quelle est sa nature, et y compris d'essayer de voir qu'est-ce que c'est que les spécificités de l'université française, notamment autour de mai 68, qui a été un moment constitutif de cette identité française de l'université. Dans un deuxième moment, on va s'intéresser plutôt aux contradictions que rencontre actuellement la bourgeoisie en termes de politique universitaire, mais aussi d'essayer de voir quelles sont les réponses politiques que pense la bourgeoisie aujourd'hui pour essayer de résoudre ces contradictions. Et enfin, une troisième partie qui sera consacrée plutôt au mouvement étudiant, à notre conception du mouvement étudiant en tant que marxiste, mais aussi à essayer de rentrer en débat avec les autres acteurs centraux des universités aujourd'hui, et notamment d'autres syndicats étudiants. Comme vous le savez, l'université aujourd'hui est lourdement attaquée, et ce depuis plusieurs années. Pour vous dire, juste depuis l'année 2000, c'est en réalité tous les 2 ans en moyenne que touche une réforme l'université. Donc c'est un rythme quand même qui est assez effréné de réforme. Et face à cette situation, il y a à gauche une idée largement diffusée, à savoir celle de devoir défendre l'université. Et c'est une idée qui s'accompagne d'un corollaire qui est que l'université serait cette sorte d'îlot isolé du reste de la société, qu'elle serait un peu ce sanctuaire de la liberté de penser, d'échanger, etc., qui serait aujourd'hui remise en cause et attaquée. Et à contrario de cette conception, il nous semble que l'université est bien traversée par les dynamiques de la lutte des classes et qu'elle a une fonction précise pour la bourgeoisie, en lien direct avec l'État. Et cette fonction, pour nous, elle est double. Elle est d'abord de former les étudiants afin de reproduire la force de travail. Elle est ensuite de reproduire l'idéologie dominante, c'est-à-dire d'imprégner les futurs travailleurs de l'idéologie capitaliste afin qu'ils acceptent et même défendent ce système capitaliste. C'est en ce sens que, par exemple, le philosophe marxiste Louis Althusser parle des universités comme d'appareils idéologiques d'État, ce qui implique de comprendre que l'université est bien essentielle au fonctionnement du capitalisme. En même temps, cette double fonction de l'université, il faut voir qu'elle est génératrice de contradictions. C'est par exemple ce que pointait déjà dans les années 60 le philosophe trotskiste que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, Daniel Ben Saïd, qui voyait ici l'origine du besoin des classes dominantes de devoir sélectionner, spécialiser hâtivement, forcer l'orientation et surtout fournir une formation émiettée aux étudiants, c'est-à-dire fragmentée, qui doit permettre d'éviter que les étudiants disposent d'une formation trop ample qui pourrait être le socle d'une remise en cause du système capitaliste. Sans revenir en profondeur sur mai 68, parce qu'il y aura une discussion qui sera consacrée à la question demain, mais il faut bien voir que ce sont ces contradictions qui étaient déjà au cœur de l'explosion sociale de mai 68, explosion sociale qui a notamment été le témoin d'une première transformation majeure de l'université. Pour le dire très brièvement, mais l'université française avant 68, qui était donc une université bourgeoise réservée aux enfants des élites, était, pour reprendre les mots du ministre de l'Éducation de l'époque, Edgar Faure, animée alors d'une, je cite, conception napoléonienne, centralisée et autoritaire. Cette université donc bourgeoise,
elle s'est heurtée dans les années 60 au problème contemporain de la massification de l'université, c'est-à-dire de l'entrée massive de nouvelles couches, et notamment populaires, de la société dans l'enseignement supérieur. Il y avait donc un besoin urgent dans ces années-là pour les classes dominantes de construire un nouveau modèle d'université. Et c'est de ce nouveau modèle d'université, plus fonctionnel aux besoins d'alors des capitalistes, que va accoucher la fameuse loi Edgar Faure en 68, en permettant notamment à l'État de proposer une issue, une déviation à la colère étudiante qui s'est exprimée dans ces années-là. Mais si les classes dominantes ont réussi à canaliser cette colère étudiante, la radicalité et la forte politisation de la jeunesse a imposé malgré tout la nécessité de faire d'importantes concessions aux étudiants et au personnel des universités. Et c'est pour ça qu'on parle d'un fameux compromis de mai 68. Ce compromis, on va le décrire essentiellement, mais il nous semble qu'il repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui est véritablement le plus important, la conquête la plus franche du mouvement étudiant des années 60, mais c'est d'abord la gratuité de l'enseignement supérieur. Un deuxième pilier, c'est une certaine démocratie universitaire, avec notamment la création des conseils centraux sur lesquels on va revenir. Et enfin, un troisième pilier, mais c'est la reconnaissance du statut d'enseignant-chercheur et une certaine liberté de ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, s'il y a des concessions qui sont octroyées dans ces années-là par les classes dominantes, il faut bien voir que ce compromis d'époque, il a également permis de donner corps à une chose qui est très importante pour les classes dominantes, pour l'équilibre social, qui est le mythe méritocratique. Comment elle a forgé ce mythe méritocratique? Elle l'a fait en imprégnant justement l'université de sa fameuse mission républicaine, qui serait justement au service de l'égalité des chances, des possibilités d'ascension sociale, etc. Bref, une promesse qui doit servir à faire accepter les inégalités dans la société, mais aussi à acheter idéologiquement des franges des classes populaires et surtout des travailleurs de l'université. Et de ce mécanisme résulte une situation qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui est que les personnels d'université sont nombreux maintenant à être devenus les défenseurs de cette université investie d'une mission républicaine, sans chercher nécessairement à en questionner la véritable nature. Mais si donc la bourgeoisie a réussi à tirer tout de même son épingle du jeu, malgré la dangerosité de la période, elle n'en est pas moins restée profondément dérangée par les concessions qu'elle a dû faire à cette époque-là. La relative démocratie universitaire, la gratuité des frais d'inscription notamment, l'ont empêché d'avoir un contrôle total sur les formations proposées à l'université ou encore de limiter la massification. Autrement dit, ces compromis de 68 sont venus aggraver au fil des années des contradictions pour les classes dominantes, ce qui a rendu de plus en plus nécessaire pour les gouvernements de revenir sur ces compromis qui est même devenu une véritable obsession en fait pour les classes dominantes. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure personne qui l'ait exprimé que l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, qui disait tout simplement en 2007 à un meeting de campagne, je le cite, « Il s'agit de savoir si l'héritage de mai 68 doit être perpétué ou s'il doit être liquidé une bonne fois pour toutes. Je veux tourner la page de mai 68. » Fin de citation. Mais donc du coup, c'est quoi concrètement ces problèmes qu'ont causé le compromis de 68 ? Le premier problème, et le plus important et qu'on a déjà mentionné, c'est évidemment celui de la massification. Pour le chiffrer rapidement, mais on passe de 300 000 étudiants en 1960 à près de 1,5 million dans les années 90. Donc vous voyez que c'est une ascension qui est brutale. Et cette massification de l'université, elle pose un problème important de coûts financiers pour la bourgeoisie qui doit gérer les afflux justement très importants d'étudiants à l'université dorénavant. Autre problème, mais déjà à l'époque, le patronat considère les universités comme des usines à chômeurs qui ne répondent pas à leurs besoins. Et ça, c'est un problème qui va s'accélérer surtout dans les années 80. Années 80 qui sont une période d'apparition du chômage de masse, de ralentissement de la croissance et surtout d'absence de gains de productivité pour l'économie française. À cette époque, le gouvernement de Mitterrand, alors au pouvoir, déplore d'ores et déjà de manière franche le manque de relations entre l'université et les besoins des monopoles capitalistes, ce qui est vu, une situation qui est un manque de relations qui est véritablement vu à l'époque comme une anomalie française au regard des autres pays industrialisés. Donc si la bourgeoisie veut en finir avec ses compromis de 68, elle va quand même se confronter à un problème de taille qui est la lutte des classes et qui est les nombreux mouvements de résistance qui ont traversé les universités depuis les années 60. On pense par exemple en 86 au mouvement victorieux contre la loi de Vaquet qui avait pour objectif notamment d'en finir dès les années 80 avec la gratuité de l'enseignement supérieur, projet donc qui a échoué en raison de la résistance des étudiants et des personnels.
Ce qui fait que durant toutes les années Mitterrand, ce problème-là, la question de l'université, en fait, va devenir vraiment un problème insoluble pour les classes dominantes qui, alors, à l'époque, demandaient absolument d'instaurer la sélection à l'entrée de l'université. Et en même temps, il y avait des gouvernements qui étaient incapables, qui n'avaient pas la force sociale, en fait, d'imposer cette sélection à l'université, cette fin de la gratuité, notamment de l'enseignement supérieur. Mais du coup, si les classes dominantes sont en difficulté, la fin des années 90 vont clairement marquer un moment d'accélération de la refonte de l'université française, avec notamment un processus que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le processus de Bologne, et qui commence à échelle européenne. Rapidement, pour le décrire en quelques mots, mais ce processus de Bologne, c'est un processus qui a pour globalement objectif d'appliquer les recommandations d'un rapport de la Banque mondiale publié en 1998 consacré à la question universitaire, dans laquelle elle préconisait alors à tous les pays industrialisés de privatiser les universités et de les rapprocher des entreprises. C'est donc ce processus de Bologne-là qui va donc instaurer un système européen de l'enseignement supérieur qui va servir véritablement de guide, de cadre pour réfléchir aussi, pour aider les gouvernements à réformer leurs universités. En France, typiquement, c'est ce processus qui a permis de donner lieu à la première réforme de la LRU, la loi sur l'autonomie des universités dont on parle beaucoup en ce moment. Donc première LRU en 2007 qui est venue marquer un premier grand coup dans le modèle de l'université française hérité de 68 en bouleversant la gestion interne des universités, en leur faisant appliquer pour la première fois une logique managériale beaucoup plus prononcée et en favorisant comme jamais auparavant la présence du patronat qui a pu faire son entrée de manière massive en fait au sein des conseils centraux pour la première fois. Ainsi donc, au début des années 2000, on a donc une bourgeoisie qui commence à s'attaquer brutalement à l'université, qui, comme on l'a vu, a beaucoup évolué durant le XXe siècle. On est passé en effet d'une université élitiste à une université de masse, gratuite, avec de larges couches populaires en son sein, mais une université qui n'est pas encore suffisamment liée aux besoins du patronat, aux yeux des capitalistes évidemment. Ce qu'on va voir donc maintenant, c'est où en est cette restructuration de l'université et quels en sont les premiers effets sur notre milieu d'intervention. Le premier changement majeur, c'est l'omniprésence de la professionnalisation qui est devenue véritablement l'alpha et l'oméga des politiques universitaires, mais aussi le durcissement très important de la sélection et de la pression scolaire. À côté de ça, on observe une diversification très importante du paysage de l'enseignement supérieur, avec notamment un développement historique des formations privées. Pour vous dire un chiffre qui est quand même très significatif, je trouve, mais on est passé en quelques années à plus de 1 étudiant sur 4 qui étudie maintenant dans le privé. Donc vous voyez que c'est quand même considérable et qu'on assiste aujourd'hui clairement à une forme de privatisation de l'enseignement supérieur français. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est en préparation depuis cet été qui va venir encore renforcer ce processus. Au sein des cursus publics, des universités publiques, les formations professionnalisantes, elles, se sont multipliées ces dernières années, avec la création massive notamment de licences et de masters professionnalisants. Et on observe ainsi de façon générale une chose importante, mais qui est une vraie prolétarisation des débouchés étudiants, qui s'accompagne également, dans le cadre en fait, des études, d'une multiplication des stages en entreprise, de la multiplication des formations en alternance, d'une explosion du nombre d'apprentis. Pour vous dire, le nombre d'apprentis a été multiplié par 9 depuis 2005, ce qui est considérable. Et ce phénomène-là offre évidemment, chose qu'on connaît bien, mais une main-d'œuvre extrêmement peu coûteuse pour le patronat, qui peuvent employer à très bas coût en fait, des étudiants en formation, pratiques en plus largement subventionnées par l'État, qui encouragent ces pratiques. Cette professionnalisation de l'université, il faut voir qu'elle a également un impact fort dans le rapport des étudiants à l'université elle-même, à leurs études. Pour le dire, pour comparer par rapport au passé, mais on pourrait dire que par le passé, les étudiants pouvaient se percevoir comme des intellectuels en devenir. Aujourd'hui, la situation, elle est véritablement que les étudiants vont se concevoir comme des travailleurs en formation. C'est quand même assez significatif des changements qu'ont opérés au sein de l'université. Enfin, autre impact de cette professionnalisation de l'université, mais c'est aussi au niveau de la recherche qui s'est vue au fil des années être de plus en plus attaquée et conditionnée aux desiderata patronaux, ce qui s'est traduit par des baisses de financement très importantes pour les sciences humaines notamment, et de façon générale par des attaques contre toute production critique.
Donc voilà pour décrire un peu rapidement quels sont les grands effets qu'on peut constater sur l'université ces 20 dernières années. Mais si la bourgeoisie a déjà, entre guillemets, autant modifié l'université française, malgré toutes ces réformes, il faut bien voir que la France reste toujours en retard en comparaison des autres pays européens. Pour l'illustrer rapidement, mais la Cour des comptes, qui est donc une institution importante du pouvoir, qui surveille notamment les dépenses de l'État et sa gestion de l'économie, la Cour des comptes expliquait dans un rapport en 2023, si je ne me trompe pas, dans lequel elle considérait que la France, dans sa réforme des universités, était, et je reprends leur formule, restée au milieu du gué. Au milieu du gué vis-à-vis de ce que sont que les réformes aujourd'hui des universités à échelle européenne, dans les pays industrialisés, etc. La France reste au milieu du gué, donc bel et bien en retard. Et donc ce retard, il est évidemment pensé et conscientisé par le patronat français et les élites gouvernantes qui cherchent donc à rattraper ce retard le plus vite possible, un retard qui est rendu d'autant plus embêtant et pressant à rattraper au regard notamment de la hausse des tensions géopolitiques actuelles qui mettent à l'épreuve grandement l'impérialisme français. En effet, le capitalisme français fait face aujourd'hui à une crise historique de ses gains de productivité et en même temps à un faible poids de son industrie au profit du secteur des services, ce qui sape la capacité de la France et de son économie à connaître une croissance durable. Et pour résoudre ce problème, et ça il nous semble que c'est important de le conscientiser, mais pour résoudre ce problème-là, aujourd'hui, les classes dominantes considèrent que le capital humain disponible au sein des universités est extrêmement important. Et on va le voir. D'abord, au niveau de la question économique. Pour citer un rapport de la Direction générale du Trésor, publié en juin dernier, celle-ci soulignait que le cœur du problème aujourd'hui pour les classes dominantes était une inadéquation entre compétences et besoins sur le marché du travail. C'est-à-dire que les universités ne proposent pas aujourd'hui de formations qui sont suffisamment adéquates aux besoins de l'économie, aux besoins du patronat. Ça, c'est un problème qui inquiète beaucoup le patronat, qui cherche aujourd'hui à jouer un rôle de plus en plus important en matière de politique universitaire. Par exemple, le MEDEF a créé depuis cette année 2025 un pôle de réflexion uniquement dédié à la question de la formation. Dans son dernier rapport publié en ligne, le MEDEF écrit par exemple vouloir faire de l'orientation une grande cause nationale. Il écrit encore, je cite, « Le MEDEF tient à réaffirmer le rôle central que les entreprises doivent jouer dans cette transformation du système d'orientation. Il s'agit de les positionner en partenaires majeurs de l'éducation et non plus seulement en futurs recruteurs. » En clair, le MEDEF trouve que le système scolaire aujourd'hui est trop désorganisé et il veut le réorienter vers les besoins du patronat, et ce notamment par région, en ciblant des secteurs clés comme notamment le numérique, la construction et l'industrie, qui sont identifiés comme étant stratégiquement importants pour le capitalisme français et que le patronat considère être en pénurie de main-d'œuvre. Il faut voir évidemment que ces réflexions du patronat, elles ne restent pas lettres mortes et qu'elles trouvent au contraire l'oreille plus qu'attentive du gouvernement et du pouvoir établi. Chose plus qu'illustrative, mais en avril dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a directement commandé un rapport au PDG de Thales, donc l'entreprise que vous connaissez tous, spécialisée en armement, un rapport pour réfléchir à des réformes qui permettraient notamment au patronat de profiter au mieux de la recherche publique. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, le gouvernement demande directement au patronat de lui servir des rapports sur son bureau qui doivent l'aider à réformer l'université. Au-delà de ça, cet exemple de Thales, il nous semble aussi plus qu'intéressant pour faire la transition avec cet autre objectif de la bourgeoisie française pour l'université, à savoir celui de se préparer à la guerre à l'heure où le militarisme est au premier plan. En décembre 2023, Macron exprimait les choses on ne peut plus clairement. Il expliquait en fait que les réformes à l'université étaient pour lui tout simplement un enjeu fondamental de souveraineté face au développement des tensions géopolitiques. Plus récemment, en janvier 2025, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, déclarait aussi, je cite, « Notre enjeu collectif est de développer les moyens de notre autonomie stratégique pour agir et non subir face à l'imprévu. Notre ministère, donc celui de l'Enseignement supérieur, est celui qui peut seul aujourd'hui poser les jalons pour le développement des technologies qui demain assureront notre capacité à faire face aux menaces. » Donc, vous voyez un peu la pesanteur qui est donnée en fait aux réflexions sur l'université aujourd'hui. Et évidemment que ces réflexions, elles se traduisent d'ores et déjà, et depuis des années en réalité, mais elles s'accélèrent dans la réalité.
Un exemple récent qu'on voulait citer plus au niveau de la recherche, mais c'est par exemple celui du CNRS, donc qui est le plus gros organisme de recherche en France, qui publiait un article l'année dernière qui s'intitulait « La recherche publique au service de l'innovation de défense ». Ni plus ni moins. Dans cet article, le CNRS écrit que, au sein du secteur de la défense et de la sécurité, je cite, la recherche publique joue un rôle clé, et ce, dans de multiples domaines. Matériaux innovants, lutte anti-drone, intelligence artificielle. Autre exemple de cette traduction dans la réalité de ces réflexions-là des classes dominantes aujourd'hui, mais c'est par exemple le ministère de la Défense qui de plus en plus maintenant cherche à s'investir en fait dans les universités, et ce notamment en finançant des centaines de thèses chaque année. Et enfin, l'exemple, je pense, le plus évident à voir, mais c'est évidemment la politique elle-même en fait, des grands groupes de l'armement, du complexe militaro-industriel, avec les entreprises comme Dassault Aviation, Thales, etc., qui dédient tout un budget spécifique pour ce lieu aux universités afin de multiplier leurs partenariats. C'est-à-dire qu'ils ont bien, et il faut le voir, une politique très consciente, où chaque année ils se disent on va mettre tant d'argent pour aller dans les universités pour influencer leur politique. Donc voilà concernant la question militaire. Donc pour en finir avec ma partie, après je vais passer la parole à Antoine qui va détailler maintenant les réformes que prépare la bourgeoisie pour avancer dans son programme. Mais il faut bien voir que ce sont ces éléments que je viens de décrire qui expliquent la radicalité des offensives que prépare la bourgeoisie à l'université, qui pense bel et bien ces réformes à l'université comme un enjeu qui est au cœur de la crise économique, qui est au cœur de l'offensive militariste, et que, en clair, ce qu'il faut bien voir, que ce n'est pas seulement une question idéologique aujourd'hui, les réformes universitaires, mais elles sont bel et bien pensées par les classes dominantes comme presque un enjeu de survie au regard des enjeux contemporains qui sont posés par les changements géopolitiques. J'insiste dessus, car il me semble que c'est aussi un indicateur de la radicalité à laquelle on va devoir s'affronter au sein des universités face aux réformes qui viennent. Pour justement parler de ces réformes qui viennent, pour avancer dans ces objectifs qu'Alexia a décrits, le gouvernement prépare un nombre important de réformes qui seront au cœur de l'actualité étudiante à venir. La première réforme, la plus importante, c'est la LRU2, l'acte 2 de l'autonomie des facs, qui est pensée par Macron comme la réforme mère pour l'université. Cette réforme, elle consiste en une dérégulation des lois qui encadrent l'enseignement supérieur. L'objectif, c'est de permettre aux universités de créer des formations au fil de l'eau et d'évaluer régulièrement ces formations, c'est-à-dire de créer ou fermer, presque au jour le jour, des formations en fonction des besoins de l'économie. La LRU2, elle veut aussi permettre aux directions d'universités de fixer leur propre capacité d'accueil, c'est-à-dire de pouvoir supprimer des places à leur guise ou encore de limiter les redoublements. Un autre volet au cœur de la loi, c'est l'autonomie financière. Donc, l'autonomie financière des universités, ça a pour but de favoriser les financements privés et aussi ouvrir la porte à des hausses importantes de frais d'inscription. En plus de la LRU2, une autre réforme importante qu'on voulait citer, c'est celle des Key Labs, les laboratoires clés. C'est un projet qui vise à identifier un quart des laboratoires de recherche comme étant stratégiques, c'est-à-dire centraux pour le patronat, et leur donner la très grande majorité des financements dédiés à la recherche. Pendant ce temps-là, les autres laboratoires seront laissés pour compte. Ces projets en cours, et notamment la LRU2, sont très importants pour la Macronie. Mais le problème, comme vous le savez, c'est qu'on est face à une crise politique importante qui empêche l'exécutif, qui n'a pas de majorité et en difficulté à chaque fois pour voter des lois. Face à ça, il peut quand même compter sur un outil important pour avancer à court terme, c'est celui du budget et celui de l'austérité. On l'a déjà vu l'année dernière dans les facs, avec 1 milliard d'euros d'économies sur l'enseignement supérieur, 2/3 des universités qui ont fini l'année en déficit. Et c'est une politique qui risque de se poursuivre, car elle est très pratique pour commencer à mettre en place la restructuration souhaitée. Par exemple, avec la baisse des dotations, les universités vont devoir geler des postes, et elles doivent déjà le faire, baisser les dépenses, réduire des places, voire fermer des filières. Certaines universités qui ne l'appliquaient pas vont par exemple mettre en place Bienvenue en France et ses frais d'inscription exorbitants de plus de 3 000 euros pour les étudiants étrangers. L'austérité, c'est aussi l'occasion de généraliser des dispositifs comme les COMP, ça veut dire contrats d'objectifs, de moyens et de performance, qui conditionnent les dotations budgétaires à des objectifs précis, comme ceux d'augmenter l'insertion professionnelle ou augmenter le nombre d'alternants. Là, c'est une façon de continuer
par la pression financière, la pression de l'austérité, le remodelage des universités, en attente de lois plus structurelles, comme la LRU2. L'austérité, ça pourrait aussi devenir un outil de pression politique, au service du durcissement autoritaire dans les facs qu'on constate. Il y a un exemple le plus avancé de ça en France, c'est le président LR de la région Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui a décidé de couper les subventions à l'université Lyon 2, qui est déjà très très déficitaire, soi-disant à cause de l'islamo-gauchisme au sein de Lyon 2. Cette décision de Wauquiez, c'est quelque chose qui fait directement écho à ce que fait Trump contre les facs aux États-Unis, qui, dans sa croisade contre l'idéologie woke, menace de mettre en faillite massivement les universités pour les discipliner. Trump, c'est un exemple extrême des tendances de radicalisation de la bourgeoisie dans son rapport à l'université. Mais en France, il y a également un durcissement qui se matérialise par la répression systématique du mouvement étudiant, une multiplication des interventions policières dans les facs, notamment en lien avec la Palestine, jusqu'au vote récent d'une loi soi-disant contre l'antisémitisme dans les universités, mais qui vise à encourager la répression pénale, ce qui est un saut, la répression pas seulement administrative, d'étudiants et d'élus étudiants critiques de l'État d'Israël. Il y a aussi un nombre important d'intimidations contre les chercheurs en lien avec la situation en Palestine. Il faut voir que cette politique de répression des universités, elle se retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des partis importants de la bourgeoisie, des macronistes au RN en passant par LR. Évidemment, il y a des nuances. Le RN, par exemple, incarne une position plus radicale, avec une orientation raciste décomplexée, notamment avec le but d'appliquer la préférence nationale au sein des universités. Mais le climat général, c'est que la bourgeoisie ne veut plus accepter que les facs soient des foyers réguliers de contestation, de mobilisation, ce soit des espaces où peuvent s'exprimer des positions idéologiques qui sortent du cadre imposé par les gouvernements. Il y a une vraie volonté de discipliner le milieu universitaire, de rendre à la fois les facs davantage fonctionnelles pour les besoins de la bourgeoisie, d'un point de vue économique, mais aussi d'en faire une institution obéissante. À l'heure de la crise du capitalisme et des tensions inter-impérialistes, il faut même que l'université soit un vecteur direct de l'idéologie nationaliste et des objectifs militaristes. Bon. Dans tout ce contexte, la question sur laquelle nous, on aimerait insister pour cette troisième et dernière partie, c'est comment répondre, quelles solutions apporter pour le mouvement étudiant. Un point de départ, c'est que en parallèle des offensives, il y a, du point de vue de la subjectivité étudiante, deux mouvements. D'un côté, un mouvement de recomposition des organisations étudiantes, et de l'autre, un mouvement de politisation étudiante. Pour commencer par la recomposition des organisations, tout ça part de 2016 et de la mobilisation contre la loi travail menée par le gouvernement du Parti socialiste. À cette époque, la trahison de l'UNEF, de la mobilisation, le coupe pour de bon d'une grande partie de la jeunesse et achève son déclin qui était déjà entamé. Au niveau des organisations, l'UNEF finit par être dépassée donc par la FAGE comme force dominante dans les élections étudiantes. Mais c'est quand même une organisation assez différente de l'UNEF, la FAGE. C'est une organisation qui est totalement accompagnatrice des réformes de l'université, qui a servi de vivier de recrutement de la Macronie, des jeunes avec Macron au début du macronisme, et qui a soutenu les réformes de sélection, de privatisation dans les universités. Il y a une autre organisation qui peut davantage être vue comme le remplaçant de l'UNEF, entre guillemets, c'est l'Union étudiante, qui est un syndicat étudiant de gauche, en partie lié à la France insoumise, et qui connaît une croissance importante ces dernières années. C'est une organisation qui est issue de scission de l'UNEF, mais qui se prétend en rupture, ce qu'on va aborder tout à l'heure. En parallèle donc de ce mouvement de recomposition politique au sein des organisations, il y a aussi un mouvement de politisation, de radicalisation de la jeunesse. Ça se voit, ça se traduit par une participation importante dans les grands mouvements de lutte de toute la période, depuis 2016. Dans toutes ces mobilisations, cependant, il y a une chose qui nous a paru importante comme faiblesse à souligner et à discuter aujourd'hui, c'est la faiblesse de l'auto-organisation. Par exemple, pendant la réforme des retraites, il y avait beaucoup de jeunes dans la rue. La mobilisation, ça passait par venir aux manifs, éventuellement participer à des AG dans sa fac, mais sans être forcément acteur de mobilisation locale
sur les campus, sans par exemple participer à des comités de mobilisation, mener des actions massives sur les lieux d'études directement. On va y revenir plus largement, mais le problème d'auto-organisation, c'est une constante et pour nous, c'est un défi pour le mouvement étudiant. Cette faiblesse, c'est les résultats d'une perte de tradition, avec le dernier mouvement étudiant puissant et victorieux qui était en 2006 contre le CPE. C'est aussi le résultat de faiblesse des organisations révolutionnaires et le fait que l'organisation radicale d'extrême gauche qui a la tendance plutôt qui a eu un succès important à la suite de l'UNEF, c'est l'autonomisme et qui n'a pas forcément cette conception de l'importance de l'auto-organisation. Pour nous, tout ça, c'est le cœur du problème, c'est-à-dire qu'il y a une politisation, une radicalisation de la jeunesse, mais ce qui manque, c'est la stratégie pour le mouvement étudiant et une rupture ouverte avec les institutions. Pour aborder cette réflexion de rupture avec les institutions, une idée que nous, on voudrait mettre en débat aujourd'hui, c'est que, d'après nous, les conditions objectives qu'on a évoquées plus tôt rendent illusoire le modèle traditionnel de syndicalisme étudiant. C'est un constat que l'UNEF, qui était le principal artisan de ce modèle, a été lui-même obligé de concéder lors de son dernier congrès, dans lequel l'UNEF dit qu'ils sont obligés d'acter une perte de pouvoir des élus étudiants. Malgré ce constat, l'Union étudiante, le remplaçant de l'UNEF entre guillemets, ne remet pas forcément en question ce modèle de syndicalisme étudiant dans son rapport aux institutions. Ce modèle, qu'est-ce que c'est ? Pour le synthétiser, le résumer, on pense que c'est un modèle qui est issu de la période de compromis de 68, une époque où il y avait des concessions possibles pour le mouvement étudiant. En France, c'est une période de forte croissance de l'UNEF, avec la participation de l'UNEF à la direction des établissements, un lien direct avec le régime via le Parti socialiste, c'est-à-dire que l'UNEF était le lieu de formation de cadres pour ensuite faire carrière au Parti socialiste. Pour comprendre les effets de cette logique de cogestion, on pense que c'est utile de citer Ernest Mandel, qui est un intellectuel trotskiste qui écrit Les intellectuels et la lutte de classe entre 75 et 79. Et pour le paraphraser, Mandel explique que la cogestion étudiante, ça signifie que des représentants élus de la masse des étudiants sont associés à l'accomplissement des buts de l'université pour les classes dominantes. Les buts de l'université pour les classes dominantes, à l'époque, c'est la rentabilisation et la réintégration de l'université dans une société bourgeoise normalisée après mai 68. Du coup, dans ce modèle, dans cette configuration, les étudiants organisent la police contre eux-mêmes et établissent eux-mêmes, via leurs représentants étudiants, les normes au nom desquelles une bonne partie des classes populaires sont poussées hors de l'université. Forcément, dans ce système, il y avait des compensations. C'est-à-dire que le degré d'ouverture de l'université était plus important que si les représentants des étudiants n'y étaient pas du tout associés. L'organisation des études, des infrastructures, tenait davantage compte des préoccupations, des besoins des étudiants, que si c'était seulement les représentants du patronat, des technocrates de l'État qui décidaient. Pour le résumer, mais il faut voir que dans une période de croissance, d'essor du capitalisme, il y avait des compromis à gratter, à obtenir. On peut obtenir ces compromis à la condition d'accepter de rester dans le cadre d'une université de classe qui laisse largement les enfants d'ouvriers en dehors. Bon, ça, ce modèle-là qu'on a exposé, dans la période néolibérale d'attaque qui est contemporaine, où il y a toujours plus de détermination de la bourgeoisie pour ne rien lâcher, faire aucune concession, on voit que ça ne fonctionne plus trop. Ce modèle s'enraye. Ça, c'est déjà quelque chose qu'anticipait Ernest Mandel, qui expliquait, et là je cite, « Si l'on prévoit une longue période de stagnation, les ressources matérielles mises à la disposition de l'université risquent d'être réduites. Et de ce fait, la sélection sera de plus en plus sévère. » Mandel explique que, dans ce cadre, la cogestion signifiera essentiellement l'organisation et la distribution de la pénurie. En résumé, distribuer la pénurie, c'est le rôle qu'a fini par jouer l'UNEF, qui explique son discrédit auprès des étudiants. Bon. Maintenant, aujourd'hui, pour le syndicalisme étudiant, qu'est-ce qui empêche de retomber dans ce même schéma ? Un point qui nous paraît important, c'est qu'une organisation comme l'Union étudiante, par exemple, si elle le défend, une fac ouverte à toutes et tous, elle ne cherche pas à remettre en cause profondément ce logiciel. Elle ne prône pas de rupture avec la cogestion.
Par exemple, l'Union étudiante participe à des postes de gestion de l'université. Ils sont à la direction d'instances universitaires. Ils ont plusieurs postes de vice-président étudiant, à Rennes 2, à Bordeaux-Montaigne, à Paris 1 depuis peu. Aussi des vice-présidentes étudiantes de Crous dans plusieurs régions. Ça, cette position dans les institutions, ça les amène à être solidaires de la décision de présidence, à faire partie d'équipes présidentielles de gauche, soi-disant, qui sont tenues d'appliquer les décisions du gouvernement au final, qui sont au final tenues d'appliquer l'austérité localement. Aussi, avec le durcissement de la situation dans les facs qu'on a exposé, même ces présidences de gauche prennent des décisions inédites de répression contre les mobilisations étudiantes. Or, la participation de l'Union étudiante aux instances de direction, ça les met directement en contradiction vis-à-vis de leur discours. Par exemple, c'est un peu passé sous les radars, mais pourtant c'est assez scandaleux. Mais par exemple, à Bordeaux-Montaigne, l'Union étudiante a un poste de vice-président étudiant et ils ont voté pour un budget qui a acté une baisse de fonctionnement et d'investissement importante, ce qui a permis au budget de passer et a eu pour effet la suppression de places en master. Ça, c'est un exemple isolé, mais c'est une contradiction qui va se creuser. Avec d'un côté la pression de l'austérité qui sape les bases pour que des présidences de gauche mènent des politiques un peu alternatives aux objectifs, au plan du gouvernement. Malgré cette situation, l'Union étudiante participe à ces instances de direction sans porter de critiques sur le caractère illusoire, bouché, antidémocratique de ces instances. Au final, ils demandent un dialogue social un peu plus contraignant que ce qui existe dans le cadre existant. Mais il y a un caractère à contretemps de ce modèle, de ce fonctionnement, quand la bourgeoisie veut en finir avec la démocratie universitaire, que pour elle, ce n'est pas l'heure de faire quelques concessions aux étudiants, mais c'est de transformer brutalement l'université avec un programme que la bourgeoisie sait impopulaire. Ça, on pense que ces illusions dans la cogestion, elles sont dangereuses, elles ont pour corollaire, pour effet, une sous-estimation du rôle du mouvement étudiant en parallèle. C'est-à-dire que l'Union étudiante peut encourager des mobilisations, des actions coup de poing, symboliques, pour mettre en avant des questions liées à la vie étudiante, mais elle ne met pas au cœur de sa pratique la construction d'assemblées générales, la mobilisation des étudiants sur leur lieu d'études. Au contraire, elle construit plutôt son discours et ses initiatives selon le rythme de l'agenda parlementaire, souvent pour appuyer des propositions de loi de LFI, avec une logique d'interpellation des pouvoirs publics pour les pousser à agir pour les étudiants. Et puis, en dernière instance, l'adoption de son programme dépend de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche et n'est pas pensée comme la conséquence d'un mouvement de la jeunesse étudiante sur ces lieux d'études. Et donc, à l'heure de la crise du capitalisme et de la radicalisation d'une partie de la jeunesse en face, à l'heure de cette crise du capitalisme et de la radicalisation de la bourgeoisie, ça doit, on pense, nous rend impuissants pour affronter les attaques à venir et sous-estime les possibilités, la radicalisation d'une partie de la jeunesse. Et donc, face à une logique qui combine cogestion, pression sur les institutions et qui se remet à la perspective de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche, nous, on veut opposer une autre logique, une logique de reconstruction du mouvement étudiant. Pourquoi est-ce qu'on pense que cet objectif, c'est une tâche centrale, de reconstruire le mouvement étudiant? Pour en faire un bref détour, on considère que le secteur étudiant est composé de différents milieux, différentes classes sociales qui se côtoient dans une période de la vie de transition où les statuts de classe ne sont pas fixés. Le milieu étudiant fait office de caisse de résonance, c'est une expression de Trotsky, dans lequel les différentes tendances politiques et idéologiques qui traversent la société s'expriment de façon particulièrement aiguë, ce qui fait du mouvement étudiant un acteur fortement traversé par la politique. D'où l'enjeu d'intervenir politiquement pour le pousser le plus à gauche possible. Ça, c'est une caractéristique générale, historique, qui s'ajoute aussi au fait qu'en France, le mouvement étudiant a une longue tradition de participation à la lutte des classes et a souvent joué un rôle de contagion du mouvement ouvrier pour entraîner et politiser les contestations. Le mouvement étudiant s'est aussi doté de formes d'auto-organisation qui ont inspiré le monde du travail, notamment pour dépasser les limites, les carcans imposés par les bureaucraties syndicales. Un exemple de ça, c'est en 86, lors du mouvement contre la loi Devaquet,
on a vu émerger des grandes coordinations étudiantes, et c'est un modèle qui a ensuite été repris lors de la mobilisation des infirmières, des cheminots, dans la foulée. En plus donc de cette caractéristique d'une forte tradition de participation à la lutte des classes, ces dernières années, les étudiants comme groupe social se sont davantage rapprochés du monde du travail. C'est ce qu'a évoqué Alexis aussi dans la partie 2. Et de surcroît, les réformes prévues vont accentuer le phénomène qu'on signale de prolétarisation des débouchés universitaires. Bon. Compte tenu de toutes ces définitions sur le potentiel du mouvement étudiant et son lien avec le mouvement ouvrier, nous, avec le Point Levé, on veut œuvrer à ce que le mouvement étudiant puisse exprimer sa force sociale. Il soit capable d'intervenir dans la lutte des classes, notamment pour affronter les tendances au durcissement de la bourgeoisie, à la montée de l'extrême droite ou encore au développement du militarisme. Il faut voir que les offensives de la bourgeoisie sur l'université risquent de susciter une colère étudiante. On peut parier sur des possibilités explosives dans les prochaines années, pour la prochaine période. Mais pour faire face à cette situation, pour y répondre, nous, on veut défendre un programme et une méthode d'intervention qui permettent d'obtenir nos revendications. C'est-à-dire un programme de lutte pour les droits des étudiants et contre les tendances réactionnaires, dans lequel l'auto-organisation doit jouer un rôle central pour permettre de prendre conscience de la force potentielle du mouvement étudiant et de sa capacité d'apporter, aux côtés des travailleurs, une réponse aux grands problèmes de la société. Évidemment, on ne pense pas à la capacité d'action des étudiants en vase clos, uniquement pour préserver l'université comme un îlot d'émancipation hors de la société, mais au contraire pour chercher à tisser des alliances avec les travailleurs. Ça, cette logique, cette préoccupation, c'est ce qui nous anime dans nos sections locales quand on milite. Par exemple, quand on milite pour la régularisation des étudiants sans papier, pour défendre le droit d'étudier quelle que soit sa nationalité, mais aussi en soutenant les travailleurs de nos facs, en exigeant par exemple la fin de la sous-traitance. C'est aussi cette logique contre les projets qui tendent à augmenter les frais d'inscription ou contre les fermetures de places, ou qui tendent à fermer des places, des projets qui préparent l'université néolibérale. Face à ça, nous, on tente d'associer une lutte pour les conditions d'études, des luttes à une échelle individuelle, des choses qui visent individuellement les étudiants, de l'associer à la défense du droit démocratique à étudier pour tous à l'échelle de la société. Pour prendre un exemple, mais parmi d'autres, en septembre dernier, au Mirail à Toulouse, il y avait la menace de fermeture d'un master. Et nous, on a encouragé une forte mobilisation bien au-delà, qui a réuni bien au-delà des étudiants de la formation concernée, et ce qui a contraint la direction à reculer. C'est un exemple qui montre qu'en se dotant de revendications en propre et en se mobilisant au plus près des lieux d'études, il est possible de remporter des victoires par la mobilisation. Mais en plus de ça, l'expérience des méthodes d'auto-organisation, ça permet aussi de porter des revendications plus directement politiques pour que les étudiants prennent le réflexe de se mobiliser depuis leur fac pour affronter des enjeux politiques centraux. C'est une tendance qui se développe déjà et que je vais essayer d'illustrer dans différents campus, et que nous, on cherche à appuyer partout où on est présent. Par exemple, face à la menace de l'extrême droite, de groupuscules d'extrême droite, on a impulsé l'organisation de comités d'action antifascistes et de villages antifascistes à Bordeaux-Montaigne, au Mirail, à Paris 1, pour faire reculer les groupes d'extrême droite, mais aussi pour poser des bases d'un affrontement plus large contre les idées d'extrême droite. Sur un autre sujet, mais lors du mouvement Palestine, on a vu émerger des comités de soutien à Gaza et qui ont concentré une partie de leur militantisme vers la rupture des partenariats de leurs universités avec des établissements israéliens ou avec des entreprises qui participent à la colonisation, qui siègent dans les conseils centraux. Ça, c'est intéressant parce que c'est une façon de questionner le mode de gouvernance des universités et l'influence des entreprises dans les instances de direction. C'est aussi des exemples qui montrent la capacité d'action politique de la jeunesse, en articulant des préoccupations locales, c'est-à-dire faire fuir des groupuscules fascisants de son campus, rompre le partenariat de sa fac avec Israël, avec des enjeux plus larges, contre l'extrême droite, contre l'impérialisme. On a aussi vu des questionnements d'étudiants scientifiques contre une remise en question des liens de leurs établissements avec des multinationales écocides. Ça, on pense que c'est des phénomènes intéressants parce qu'ils permettent de poser aussi la question de l'utilité et du projet des études.
Ils questionnent, ils remettent en question au service de qui on est formé. Et ça, on pense que ça peut ouvrir des conclusions très radicales. En ce sens, alors que les attaques sur les conditions d'études participent d'un projet de la bourgeoisie pour renforcer la subordination de l'université à ses intérêts, pour décider de ceux qui ont le droit d'étudier et ceux qui n'ont pas le droit d'étudier, nous, on veut pousser pour un programme de revendication étudiante qui s'articule à une lutte politique contre la fonction de l'université et le sens dévolu aux études sous le capitalisme. C'est un programme qui pourrait passer par revendiquer la majorité d'étudiants et de personnel dans les conseils d'administration, l'interdiction de la participation du patronat pour y opposer la participation de sections syndicales du mouvement ouvrier, mais aussi le droit des étudiants à décider collectivement du contenu des enseignements, la fin du système de notation, parmi d'autres revendications. En somme, et pour conclure cette présentation, sous le capitalisme, l'université est pensée comme un moyen de formation de cadres pour gagner en productivité, pour gérer la production, pour administrer l'État. Face à ça, on voudrait déployer une logique inverse et mettre nos compétences au service de la résolution de grands problèmes de la société. Par exemple, que la psychologie soit au service de la lutte contre la souffrance au travail, contre l'anxiété de la jeunesse, que face à la catastrophe climatique, la science, la biologie, l'économie soient au service de la reconversion de la production sous contrôle ouvrier, et en multipliant cette logique systématiquement face à une période qui s'annonce décisive. On est en effet dans une période de transition, avec beaucoup de défis pour la bourgeoisie et d'attaques à venir, dans lequel, grosso modo, c'est maintenant que jamais pour les classes dominantes pour en finir pour de bon avec le compromis de 68 et pour mettre les universités au service d'un capitalisme en crise qui nous entraîne vers la guerre, vers le militarisme. Dans ce contexte, on pense que les réflexions stratégiques au sein du mouvement étudiant doivent occuper une place centrale et c'est une première contribution à ce débat qu'on a voulu apporter aujourd'hui.